Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du jeudi 6 mars. Aujourd'hui, la guerre des tarifs, un sursis de 30 jours pour Ford, GM et Stellantis. 66% des Canadiens ont réduit leurs achats de produits américains et l'échange téléphonique entre Trump et Trudeau n'a absolument rien donné. Ça clique, Geneviève Guilbeault s'attend à d'autres révélations scandaleuses. Une centaine de pédophiles actifs sur Internet ont été arrêtés au Canada et Pizza Salvatore et la culture, Guillaume s'excuse et sa sœur est pas contente. Troisième journée donc de la guerre commerciale Canada-États-Unis. Aucune surprise, vraiment. Trump ne bouge pas, ou si peu. Bon, c'est vrai. Il accorde un sursis de 30 jours aux géants de l'auto avant d'appliquer les nouveaux tarifs douaniers. Et là, on va se comprendre. Trump ne fait pas de concessions au Canada. C'est pas le fruit de pourparlers entre lui et le premier ministre Trudeau. Tout simplement, les PDG de ces constructeurs automobiles ont serré le bras de Trump, gentiment mais fermement, pour lui faire comprendre que sa patente de tarifs douaniers, c'était fou raide, que c'était pas applicable dans l'univers de l'auto et que c'était dangereux pour l'économie. On doit retenir, depuis les derniers jours, une chose très claire. Le promoteur, président des États-Unis, négocie comme il l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un mode, une approche, une formule gagnant-gagnant. Avec Trump, il y aura un perdant et ce perdant ne s'appelle pas Donald Trump. Quoi retenir de la journée d'hier? Donc encore des insultes de Trump contre Trudeau, les premiers ministres qui veulent plus de commerce entre les provinces et les consommateurs qui boycottent vraiment, mais vraiment, les produits américains. Si on revient sur le dossier de l'auto, cette pause de 30 jours, on s'entend, c'est une parenthèse, à moins que Trump décide de prolonger. Et ce qui était hallucinant et, je dirais, surréaliste, c'est d'entendre les gens de la Maison-Blanche dire, vous savez, on fait cette pause-là, là, parce que je l'ai dit tantôt, il ne peut pas perdre la face. Puis il ne peut pas dire qu'il a cédé, pas le genre. C'est pour permettre aux géants de l'automobile de déménager leur production du Canada vers les États-Unis, du Mexique vers les États-Unis. Sérieux? Ça se fait pas comme ça. J'entendais les gens de chez Honda qui vont transférer une partie de la production vers les États-Unis, mais c'est un projet qui doit prendre autour de 4 ans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il y a un article de Francis Veil ce matin dans la presse qui résume très bien ce qui s'est passé depuis les derniers jours. Donc, les représentants de l'industrie ont expliqué à Trump, et on s'étonne qu'il n'a pas été capable de saisir ça, que ça aura un effet direct, les tarifs, sur le prix des autos et que ça pourrait rendre certains modèles non disponibles. Ça voudrait dire aussi, probablement, que les profits de 14 milliards qui sont attendus chez GM pourraient complètement disparaître et les 3/4 chez Ford également. Là, GM construit 36% de ses véhicules au Mexique ou au Canada, contre 18% pour Ford, puis 39% pour Stellantis. Alors, vous comprendrez l'importance, les enjeux qui sont sur la table. Et la PDG de GM a dit, c'est sûr que devant l'incertitude, il y a une grande quantité de capitaux qu'on n'a pas l'intention de dépenser. Donc, on va limiter nos investissements. Alors, premier volet. L'autre volet aussi qu'il faut considérer, c'est l'échange téléphonique entre M. Trudeau et M. Trump. Il paraît que ça a duré 50 minutes. On n'a pas de version officielle, mais qui est le meilleur pour nous résumer à sa façon ce que les deux hommes se sont dit? C'est bien sûr sa magnificence lui-même, M. Trump, qui a envoyé un message sur son réseau social. Et ce qu'il a dit, c'est que, d'abord, Justin Trudeau m'a appelé, je le cite, pour me demander ce qu'on pouvait faire au sujet des droits de douane. Je lui ai dit que plusieurs personnes étaient mortes à cause du fentanyl qui avait traversé les frontières du Canada et du Mexique. Rien ne m'avait convaincu que cela avait cessé. Il m'a dit, en parlant de Trudeau, que la situation s'était améliorée, mais j'ai répondu que c'était pas suffisant. Il revient toujours avec le fentanyl, comme l'espèce de bouée de sauvetage quand il trouve pas d'autres arguments. Et là, c'est bien ça, l'appel s'est terminé de manière quelque peu amicale, voulant dire pas tellement agréable. Trudeau n'a pas été en mesure de me dire quand les élections canadiennes auraient lieu.
ce qui m'a intrigué. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai alors réalisé qu'il essayait d'utiliser ce problème pour rester au pouvoir. Bonne chance, Justin. Et encore une fois, cette allusion au fait que Justin Trudeau est le gouverneur du Canada. Et il semble que Trump n'a pas aimé la sortie assez précise, ferme de Justin Trudeau quand il a dit que ce que faisait Trump, c'était stupide. Trump, il aime ça, insulter les gens, mais il est hyper sensible et fragile quand on l'insulte, et vous pouvez être certain que jusqu'à la fin, il va continuer de piquer Justin Trudeau par ses messages comme ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, les premiers ministres des provinces s'entendent, le répètent, c'est pas la première fois, pour améliorer le commerce entre les provinces, faciliter les transactions. Parmi les objectifs, on pourrait par exemple lever les obstacles concernant la vente d'alcool, la reconnaissance d'un professionnel, quelqu'un qui a un titre de professionnel, je sais pas moi, en Alberta, en Colombie-Britannique, ben, pourra se rendre travailler en Ontario. Le premier ministre Legault a mis un bémol en disant il faut respecter les règles québécoises et aussi la langue française. Il n'y aura pas de concession, il n'y aura pas de souplesse, mais on peut faire mieux. Par contre, ce que je voyais ce matin dans la presse, ce sont les propos d'un économiste qui s'appelle Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique. Et lui, il dit, c'est sûr que c'est important, les exportations vers les États-Unis. On voit défiler depuis quelques jours dans les médias des entrepreneurs, des petites compagnies, des moyennes compagnies, qui sont assez dépendantes du marché américain et qui sont inquiètes. Mais il dit, quand vous regardez les chiffres, c'est dur d'avoir le portrait global, on dirait que les politiciens exagèrent un peu l'importance du marché américain. Je répète, là, c'est majeur, puis pour beaucoup d'entreprises, là, c'est vital. Mais quand vous regardez, et là, je vais le citer, le marché de façon globale, si le Québec était une entreprise, la moitié de ses revenus viendrait du Québec. 50% de la business se passe entre nous. 20%, 21% du reste du Canada, puis 20% des États-Unis. Donc, avec une approche d'achat local, une façon de lever les barrières, même si les transactions, c'est peut-être plus naturel vers le sud que d'aller vers l'ouest ou vers l'est, ben, il y a possibilité, sans doute, d'amoindrir les effets négatifs des mesures américaines. Et quand on parle de l'achat local, on se souvient au début les menaces, puis après ça, les droits de douane qui ont été imposés. Beaucoup de Québécois ont dit on va boycotter les Américains. Non seulement on n'ira pas aux États-Unis, mais aussi on va renoncer à acheter des produits américains. Puis on voit les supermarchés qui commencent de mieux en mieux à informer le client, qui pose beaucoup de questions. Ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est américain? Puis à l'époque, j'avais dit que je croyais pas tellement à l'effet d'un boycott, parce que dans le passé, il y en a eu, ça dure le temps des roses, et les gens s'essoufflent. C'est facile à dire, mais c'est peut-être plus compliqué à faire. Ben, je me suis trompé, je l'avoue, je me suis trompé parce que, on va voir le sondage dans quelques instants, mais il y a un boycott réel, c'est-à-dire, et c'est dans le Journal de Montréal ce matin, ils ont fait le tour de plusieurs épiceries, et les gens veulent acheter des produits d'ici. Je vais citer par exemple un épicier de quartier qui dit du jour au lendemain, il y a eu une baisse des ventes sur les produits américains. On a même dû mettre 3 marques, dont Pillsbury, en liquidation pour éviter les pertes. Alors, si vous voyez des spéciaux actuellement dans votre supermarché, peut être certain là, que la probabilité est grande que ce soit des produits américains. On veut se débarrasser, on veut pas perdre, mais on veut liquider les stocks, puis on est en train de revoir donc les chaînes d'approvisionnement. Plusieurs marques américaines, même si ce sont des produits faits dans des usines du Québec, on peut penser à Philadelphia, Kraft, ben c'est en rabais depuis plusieurs semaines. Le beurre d'arachide est passé 1 kilo là, de 5,77 $ à 4,97 $. Donc, on le voit, les gens qui boycottent tout ce qui n'est pas fait ici, Québec, Canada. Puis je vous parle de ce sondage léger. D'abord, la majorité des Canadiens sont préoccupés. On peut le comprendre, là, je sais que les gens sont peut-être tannés d'en entendre parler, puis il y a un niveau de stress puis d'anxiété, mais ce que vous voulez, il est le président des États-Unis, puis ce qu'il décide nous affecte. 31% des Américains sont favorables
à l'imposition des tarifs. Seulement 30 %, puis 50 %, je le disais, estiment que ça a un impact négatif sur l'économie. Ce sont les Américains qui peuvent forcer vraiment Trump à, j'allais dire, faire marche arrière, mais dans son cas, c'est impossible, à revoir la stratégie. C'est pas la présidente du Mexique, c'est pas le premier ministre du Canada, c'est pas Emmanuel Macron. Si Trump se fait dire par les big boss américains, comme ceux de l'automobile, ça tient pas la route ton affaire, l'inflation va partir à la hausse, les taux d'intérêt aussi, l'économie va être complètement bousculée, puis c'est pas vrai qu'on peut transformer tout ça en l'espace de quelques semaines. C'est dans ta tête, mais c'est pas réaliste. Et là, je voyais des producteurs laitiers, producteurs agricoles, dire, là, c'est parce qu'on a des milliards sur la table avec la Chine, avec le Canada, puis avec le Mexique. Et des producteurs, puis j'avais déjà vu ce reportage au Wisconsin, des producteurs laitiers qui étaient des Trumpistes, qui disaient, Trump, ce qu'il dit, ça a de l'allure, puis il va le faire. Puis quand on leur disait, ouais, mais le jour où il touche à votre industrie en imposant des tarifs ou que votre industrie est pénalisée, comment vous allez réagir? Puis il avait dit, ben, ça n'arrivera pas parce que si ça se passe de la façon que vous décrivez, il n'y aura pas une livre de beurre sur les tablettes dans les épiceries. Tout le monde, tranquillement, est en train de dire, oups, il se passe quelque chose et je suis en train d'en payer le prix. Concernant l'immigration, une des préoccupations de Trump, c'est de voir des gens qui partent du Canada vers les États-Unis. Il y en a de moins en moins, vous le savez. L'immigration au sud est plus importante, beaucoup plus importante, mais là aussi, c'est davantage sous contrôle. Mais on risque de voir le phénomène inverse. Et paraît-il que ça commence un peu. Des gens qui vont quitter les États-Unis pour se rendre ici au Canada. Je vous parlais la semaine dernière d'Haïtiens qui ont un statut plus que précaire aux États-Unis. Et la communauté est forte au Québec, à Montréal, et qui regarde en disant, on est peut-être mieux de s'en aller vers le Québec. Et puis, dans la presse, vous avez Daniel Renaud, qui nous montre le travail, justement, de ces nouveaux patrouilleurs de la frontière, de la GRC, avec les drones, avec les hélicoptères. Et on est en mesure, et c'est le cas de passeurs qui ont abandonné des immigrants, qui ont dû se débrouiller, et c'est comme ça qu'on les a localisés. Alors, c'est sûr qu'il y a une pression qui va s'exercer davantage à la frontière. Et puis, vous dire aussi que le ministre fédéral de la Défense, M. Blair, a dit que le Canada devrait, dans l'avenir, être beaucoup moins dépendant des États-Unis. Je vais vous parler tantôt d'Emmanuel Macron qui dit la même chose. Et qu'on devrait investir davantage dans le budget de la défense, ne pas toujours compter sur les autres. Rapidement, un mot sur un sondage, encore une fois, concernant les élections fédérales. C'est toujours risqué de tirer des conclusions, mais on peut dire d'abord que les libéraux, avec la crise, les libéraux de Justin Trudeau, sont en remontée. La réponse varie selon les sondages. L'écart de Poilievre a baissé. C'est plus serré. Et si Mark Carney l'emporte, comme tout semble l'indiquer, ben, ce sont des élections qui vont se dérouler de façon, je dirais, assez compétitive. Il n'y a pas si longtemps, Poilievre avait une avance, une marge absolument incroyable. Là, ça s'est resserré. Il est toujours en avance, là, si on fait un peu le cumul des sondages, mais disons que ça a pas mal changé en l'espace de quelques mois seulement. Je vous parlais du président français Emmanuel Macron qui s'est adressé hier soir aux Français. C'est le dossier de l'Ukraine. Et ce qu'il a dit est extrêmement important. D'abord, il y a le Conseil européen qui se réunit aujourd'hui en présence du président Zelensky. Et il faut réaliser, parce qu'il y a des tarifs qui s'en viennent également, puis il y a tout le dossier de l'Ukraine, puis de voir Trump qui se colle sur Vladimir Poutine. D'ailleurs, Poutine a dit que Macron était dans le délire, alors il a condamné les propos de Macron. Mais voici ce qu'il a dit. Il parle de la menace russe. Il dit, si Trump, théoriquement, est toujours notre allié, théoriquement, la Russie est devenue une menace pour l'Europe et son agressivité ne semble pas connaître de frontières. Face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Et là, on parle d'une première vague d'investissement pour armer l'Europe, pour mieux se protéger contre la Russie et contre Trump.
sur le plan économique. On parle de 800 milliards d'euros d'investissement pour l'achat d'équipements. Parce que c'est clair que l'Ukraine, c'est un exemple, mais qui montre la volonté de Poutine de coloniser, pendant que son ami Trump, lui, regarde le Groenland, le canal de Panama, et que l'Europe n'a jamais été menacée depuis la Deuxième Guerre mondiale de cette façon. Alors, c'est quand même, ce sont des enjeux extrêmement importants. Regardons ce qui se passe ici. Radio-Canada nous explique, ça revient souvent, là, que Québec veut prendre des mesures pour ce qu'on appelle le no-show, les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous chez le médecin. Si la tendance se maintient, 640 740 rendez-vous pourraient être perdus parce qu'il y a des gens qui y vont pas ou qui prennent des rendez-vous à 2-3 places. Le ministre Christian Dubé songe à faire payer les personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Puis je sais que le Collège des médecins, c'est un problème qui a été soulevé par eux, et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, parce qu'ils disent que c'est un fléau. OK, c'est vrai. D'abord, on peut annuler pour une bonne raison, parce qu'on est malade, trop pour se déplacer. Puis ça s'est peut-être produit dans votre cas. Et d'annuler un rendez-vous, on va se le dire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Rares sont les humains qui répondent, puis de le faire par texto, courriel, c'est pas toujours clair. Et là, ce qui est intéressant dans l'article de Radio-Canada, c'est que le ministre dit qu'il va demander à la RAMQ de trouver une façon. Mettons que vous ne vous présentez pas, on va vous envoyer une facture, comment on va collecter, on va vous demander un numéro de carte de crédit. On ne le sait pas trop. Et il y a des gens qui trouvent que c'est pas une bonne approche, mais vous avez quand même des responsables de clinique qui disent ça n'a pas de bon sens, parce que si tu prends une place et tu ne vois pas le médecin parce que tu ne te pointes pas, ben c'est quelqu'un d'autre qui est pénalisé. Vous avez vu peut-être cette série de reportages dans la presse concernant la Suède. La Suède, là, c'est un pays où on paye des taxes comme au Québec, là. Puis c'est un réseau public avec une croissance du privé. Ben, si vous allez voir le médecin, vous avez ce qu'on appelle un ticket modérateur. Ça vous coûte 35$, puis il y a un plafond. Il y a un plafond, puis les personnes âgées puis les enfants ne payent pas. Ce plafond fait en sorte que ça ne coûte pas des prix de fou, mais en même temps, ça donne une responsabilité aux patients de se présenter. Mais ça, on n'a pas le droit de faire ce genre de débat au Québec. C'est strictement interdit. Puis là, j'ai hâte de voir comment ils vont patenter leur affaire. Ce qui veut quoi? Dire que la prochaine plateforme de prise de rendez-vous va être plus sophistiquée, va mieux marcher. Votre santé, je vais vous parler de SACLIC dans 2 instants, vous comprendrez qu'on a peut-être des raisons d'être inquiet. Maintenant, Geneviève Guilbeault, justement. Hier, elle se promenait un peu partout, là, donnait des entrevues. Puis là, elle a dit, dans une stratégie pour se protéger, éviter les coups, on prend Bonardel, puis on le lance en dessous de l'autobus, puis on prend les fonds-fonds, puis on les lance en dessous de l'autobus. Là, elle nous dit, j'ai vu ça sur Cube Radio, QMI, il faut qu'on fasse la lumière, parce que le rapport de la VG, c'est une alerte. Clairement, il y a des affaires nébuleuses qui se sont produites, des affaires nébuleuses. Il faut aller plus loin. Il manque un bout de l'information. On n'a pas le fin détail de l'histoire. Moi, Geneviève Guilbeault, je pense que c'est en quelque sorte la pointe de l'iceberg. Wow! Et elle dit qu'elle était une des premières à vouloir une commission d'enquête ou une enquête publique plutôt. Mais là, elle parle de qui? Elle parle de quoi? Exactement. Elle, rien à se reprocher. Les autres, Bonardel qui était là avant, les PDG qui étaient là, le conseil d'administration, mais vous comprendrez qu'elle ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête. Et je l'ai dit l'autre fois, un gouvernement crée une enquête publique pour 3 raisons. D'abord, quand le bouillon est trop chaud et qu'on s'attend à ce qu'il y ait des fuites, puis que tous les jours, il y a une nouvelle histoire qui alimente le dossier principal. Deuxièmement, on décide de faire ça parce qu'on veut calmer l'opinion publique. Puis troisièmement, ça nous permet de ne pas répondre aux questions en disant « J'aimerais ça vous le dire, mais je peux pas, vous savez, il y a une enquête qui se déroule actuellement. »
Arrestation de 100 possibles pédophiles sur le web à travers le Canada. Grosse opération qui s'est déroulée. Une centaine de personnes qui ont été arrêtées. Au Québec, 200 policiers, là, les corps de police de Montréal, Laval, la Sûreté du Québec, la GRC. Tout le monde a participé à l'opération entre le 17 et le 28 février. Puis j'attire votre attention sur les détails. Parmi les gens qui ont été épinglés, on retrouve un prof du Québec. C'est un prof du centre de service scolaire Marie-Victorin sur la Rive-Sud qui s'appelle Kyle Le Huquet. Il est accusé d'avoir leurré une adolescente et de lui avoir extorqué des photos intimes. Il enseigne l'anglais, langue seconde depuis 2013. Il a 37 ans. Il est accusé d'avoir accédé à de la porno juvénile, d'en avoir donc possédé, produit en début d'année. Et là, son enquête sur remise en liberté est prévue pour aujourd'hui au Palais de justice de Longueuil. J'ai fait une série documentaire, Les collectionneurs d'enfants, qui parlent de ces individus. Ce qu'on remarque, puis la police est équipée là, avec des logiciels pour traquer les pédos sur le web. On est capable, puis je ne donne pas tous les détails, mais il y a des cartes qui existent. J'ai vu la carte du Québec avec des petits points qui scintillent. Et à toute heure du jour, il y a des gens qui se branchent sur des sites connus de transactions qui impliquent des vidéos ou des images d'enfants. Mais dans le cadre de l'opération qui nous intéresse, des pères de petits gars puis de petites filles, d'enfants mineurs, puis des hommes ayant des contacts étroits avec des enfants de leur famille ont été interceptés par les policiers. 70 récidivistes ont été pincés. Et on sait également qu'on a pu sauver des enfants qui étaient menacés, des enfants qui étaient exploités sexuellement par un adulte. Un petit mot aussi pour vous dire que le Journal de Montréal nous parle de l'ancien joueur du Canadien, Vincent D'Anfous, qui s'est fait voler sa bague de la Coupe Stanley. Ça s'est passé l'automne dernier. Il paraît que ça vaut autour de 10 000 $, mais il y a également une valeur sentimentale. Et que ces vols, je ne dis pas que ce cas précis, ben c'est le fruit d'un groupe de latinos, des Chiliens principalement, qui dérobent des biens de luxe de grande valeur dans les propriétés de joueurs, comme par exemple les Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, qui s'est fait voler, paraît-il, pour 2 millions dans sa maison, parce qu'il garde chez lui, mais bon, et qu'on cible des vedettes de la NBA et de la NFL. Également, je termine avec le dossier de la culture et la pizza. Hier, on le disait, Guillaume Junior Abatiello, qui a dit que la culture, si les gens s'y intéressent pas, c'est peut-être parce que c'est de la merde. Alors, réagissait en sortant d'une émission de Radio-Canada de Marie-Louise Arsenault, où les artistes se plaignaient du financement de la culture en disant que c'était pas suffisant. Puis lui, il trouvait que déjà, on mettait beaucoup d'argent. Alors, vous comprendrez que Guillaume s'est excusé. Et là, j'aime beaucoup toujours la phrase, l'impression que c'est le même communiqué tout le temps. Je crois en la culture québécoise et je n'ai jamais dit le contraire. Je tiens à m'excuser auprès de mes frères et de mes sœurs, de mes collègues, des 3500 membres de l'équipe, des gens du domaine artistique, si mes propos ont pu déranger et relancer des débats. Il a retiré évidemment sa vidéo. Et sa sœur, Elisabeth, s'est dissociée des propos de son petit junior. C'est que c'est la famille qui dirige. Elle trouve que c'est pas une bonne idée, que c'est pas un winner, là, de mettre ce genre de vidéo puis de tenir ce type de propos. Voilà qui complète la revue de presse. Je vous donne rendez-vous demain. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.